bonjour à tous ou Guten Tag parce qu'aujourd'hui, après la vidéo sur la Corée, on repart en Europe. Et tout précisément en Allemagne. Alors, on avait déjà fait une vidéo sur l'Allemagne, je vous le mets là. Donc, on va partir dans un autre territoire allemand tout aussi insolite. D'abord, dans ce territoire, on retrouve la deuxième ville d'Allemagne, qui est aussi le troisième plus grand port d'Europe. Mais surtout, c'est la ville qui a donné le nom au hamburger. Et si cela vous impressionne toujours pas, eh bien, c'est aussi la région où on retrouve le plus grand nombre de lacs de toute l'Europe centrale. C'est pour cela qu'on appelle ça le pays des 1000 lacs. Et c'est aussi la région allemande qui est bordée à la fois par la mer Baltique et par la mer du Nord. D'ailleurs, ces deux façades maritimes sont reliées par le plus grand canal artificiel au monde, devant même le canal de Suez, en termes de navires. Et enfin, il me reste toujours une dernière anecdote pour vous convaincre. Eh bien, c'est dans ce territoire que l'on retrouve 5 souverains britanniques. Et donc, quand l'Allemagne a donné ces 5 souverains, il ne s'agissait pas du Moyen-Âge, non. Il s'agissait de moments où l'Empire britannique était en pleine ascension. Ce territoire, c'est l'Allemagne du Nord. Et si cela vous intéresse, eh bien, je vous invite fortement à regarder ce qui suit. L'Allemagne du Nord est un territoire de 87 000 km², soit à peu près la taille de l'Autriche. Il a pour voisins à l'ouest les Pays-Bas, au nord les mers du Nord et de la Baltique, ainsi que le Danemark, à l'est la Pologne et au sud les autres territoires allemands que sont l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Alors regardons plus en détail le relief. On constate que l'altitude moyenne de l'Allemagne du Nord est très basse puisqu'elle est entre 50 et 100 mètres d'altitude. Ceci s'explique tout simplement parce que le territoire que nous étudions aujourd'hui est majoritairement constitué de la grande plaine d'Allemagne du Nord. Au centre du territoire, nous trouvons les Landes de Lunenburg, une vaste région de plaines sableuses de landes formées sur des sols pauvres laissés par les glaciers. Il s'agit d'un paysage typique du nord de l'Allemagne. Plus au sud, le relief devient plus marqué avec la forêt de Teutoburg, qui est une chaîne de collines boisées orientée du nord-ouest au sud-est. Ce relief modeste constitue en fait une zone de transition entre la grande plaine du nord et les reliefs plus élevés du centre de l'Allemagne. Et puis, à l'extrême sud de notre territoire, le relief est marqué par les massifs du Harz, qui marquent la limite méridionale de l'Allemagne du Nord. Il abrite le Brocken, ce sommet emblématique dont nous avons parlé dans la vidéo sur l'Allemagne. Et puis, comme je l'indiquais en introduction, le territoire est aussi marqué par son littoral. Ainsi, on trouve la mer du Nord à l'ouest, qui borde la région et qui s'accompagne de nombreux archipels, dont les îles de la Frise orientale. Et à l'est, la mer Baltique, qui constitue une façade maritime plus abritée, marquée par des baies et des lagunes. Toutes ces plaines sont traversées par un nombre de fleuves, à commencer par l'Elbe, principal fleuve du territoire qui traverse le nord de l'Allemagne avant de rejoindre la mer du Nord. Mais nous devons également citer la Weser et l'Ems, deux fleuves importants qui traversent la région et assurent l'accès aux grands ports du littoral. À noter enfin que le climat est océanique. Regardons plus en détail la géographie humaine de l'Allemagne du Nord. Alors, on constate qu'il y a à peu près 15 millions d'habitants, dont les 3 et 4 Länder les moins peuplés d'Allemagne. Vous avez à peu près 3/4 des Allemands du Nord qui vivent en ville, à commencer par Hambourg. Hambourg, c'est la deuxième ville d'Allemagne, mais aussi le troisième port d'Europe, comme je le mentionnais en introduction. Située près de l'embouchure de l'Elbe, elle se trouve également à proximité de la mer du Nord. Avec 755 km², elle est le deuxième plus petit land allemand. Et au Moyen-Âge, Hambourg était l'un des principaux membres de la Ligue hanséatique, que nous exposerons plus en détail dans la partie historique. Son activité marchande favorisa ainsi son essor économique et fidèle l'un des plus grands centres commerciaux d'Europe du Nord. Au 19e siècle, Hambourg continue de connaître une forte croissance grâce à ses activités portuaires et à son rôle de porte d'immigration vers l'Amérique. C'est d'ailleurs à cette époque que le hamburger commence à se faire connaître. Malheureusement, lors des bombardements de 1943, la ville est détruite en grande partie, mais elle est ensuite reconstruite et modernisée. Mais aujourd'hui, son économie repose sur ses activités portuaires et logistiques, mais aussi sur l'industrie aéronautique, notamment avec Airbus, sans oublier les services et le tourisme. Et puis la deuxième ville de l'Allemagne du Nord, c'est Brême. Et Brême, c'est aussi
le plus petit land d'Allemagne avec 400 km² mais plus de 500 000 habitants. Située le long de la Weser à 60 km de la mer du Nord, la ville fut fondée par Charlemagne au 8e siècle avant de devenir une ville marchande prospère et un membre important de la Ligue hanséatique. Grâce à sa position sur le Weser, Brême développa d'importantes activités commerciales avec l'Europe du Nord. Au 19e siècle, la fondation du port de Bremerhaven lui permet de maintenir son ouverture maritime et d'accompagner, si vous voulez, l'industrialisation de la région. Gravement touchée pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville est reconstruite après 1945. Aujourd'hui, son économie repose sur les activités portuaires, la logistique, l'industrie, l'aéronautique et les services. Et puis, il ne faut pas oublier la ville d'Hanovre, capitale de la Basse-Saxe, avec près de 500 000 habitants. Elle est tout simplement la troisième plus grande ville d'Allemagne du Nord. Fondée au Moyen-Âge comme simple ville de foire et de commerce, elle devient membre de la Ligue hanséatique en 1368, puis capitale de l'électorat d'Hanovre. Après son annexion par la Prusse au 19e siècle, elle s'industrialise rapidement, mais gravement endommagée durant la Seconde Guerre mondiale, elle doit se reconstruire après 1945. Aujourd'hui, Hanovre est surtout connue pour ses foires internationales, parmi les plus importantes au monde. Et puis enfin, il faut indiquer la ville de Kiel, qui est la ville la plus peuplée du Schleswig-Holstein, qui est située à l'entrée du canal de Kiev, que je mentionnais en introduction. Le développement de Kiel est donc étroitement lié à ses activités portuaires, navales, mais aussi militaires. C'est en 1918 que les marins de Kiel se révoltent, déclenchant la révolution allemande, mettant fin à l'Empire allemand. Détruite en grande partie elle aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville est reconstruite après 1945. Aujourd'hui, Kiel demeure un important port commercial et militaire, ainsi qu'un centre majeur de la voile. On peut également citer les villes de Lübeck, Brunswick et Rostock. Comme on l'a déjà mentionné dans la vidéo sur l'Allemagne de l'Est, le pays est composé de 16 Länder. Alors, au-delà de Hambourg et Brême que nous avons mentionné, nous devons également citer le Schleswig-Holstein, qui est le land entre deux mers, autrement dit la mer du Nord d'un côté et la mer Baltique de l'autre, avec le Danemark au nord. C'est une région de côtes, d'îles, de vents et de ports, mais aussi d'un arrière-pays très rural. L'économie est marquée par la mer, à travers ses activités portuaires, le transport, la pêche, bien que moins qu'avant, le tourisme et surtout les énergies renouvelables, l'éolien. Kiel, que nous avons mentionné, en est la capitale, tandis que Lübeck est un grand point d'entrée vers la Baltique. Historiquement, c'est une zone de frontières et de mélange culturel allemande, danoise, longtemps disputée et seulement stabilisée au XXe siècle. Et puis, nous devons mentionner le Mecklembourg-Poméranie occidentale. Il s'agit du land du Grand Nord-Est, tourné vers la Baltique et la frontière polonaise. Le paysage est très nature, constituée de côtes, d'îles, notamment Rügen, de lacs, de forêts et de plaines agricoles, avec peu de grandes villes. L'activité économique se concentre surtout sur le littoral, autour des ports, du tourisme balnéaire, des chantiers et des services liés à la mer, et aussi les énergies renouvelables. À l'intérieur des terres, on trouve surtout l'agriculture et de petites villes. Historiquement, le Mecklembourg, c'était une région, si vous voulez, marquée par les villes hanséatiques, puis par la RDA, et après 1990, on constate une période difficile marquée par le départ des jeunes et le chômage. Aujourd'hui, le défi du Mecklembourg est d'être à la fois attractif malgré son éloignement des grands pôles comme Berlin. Et puis enfin, nous devons mentionner la Basse-Saxe, qui est un très grand land du nord-ouest de l'Allemagne, entre la mer du Nord, les Pays-Bas et les régions du centre allemand. C'est un territoire très varié. Alors vous avez le littoral et les ports, mais aussi les campagnes agricoles, les landes et enfin les zones urbaines autour d'Hanovre et Brunswick. L'économie de ce land repose sur trois piliers. D'abord, vous avez l'agriculture et l'agroalimentaire, mais également l'industrie. Alors, on peut notamment mentionner l'automobile à Wolfsburg, mais aussi la mécanique et la chimie. Et puis enfin, la logistique située sur les grands axes nord-sud et à proximité des ports. La mer et les plaines en font aussi une région clé pour l'éolien. Historiquement, c'est un land composé de plusieurs identités locales, devenu un géant régional de la RFA avec une industrie et une agriculture très organisées. Concernant le tourisme, alors nous devons d'abord mentionner
Hambourg, qui est le grand port d'Allemagne sur l'Elbe. Nous devons mentionner la Speicherstadt, qui est l'immense quartier d'entrepôt en briques rouges classé au patrimoine de l'UNESCO. Mais nous devons mentionner également l'Alster, qui sont ces grands lacs urbains, ou le Landusbrücken, qui sont ces quais historiques du port. Puis nous devons citer Lübeck, qui est connu pour sa porte médiévale, qui est le symbole de la ville, Marienkirche, qui est la grande église gothique de briques, et pour son musée de la Hanse, qui est tout simplement incroyable. Vous avez également Kiel, qui est connu pour ses fjords, mais également pour son canal, et qui est réputé pour être une station balnéaire et mémorial naval, sans oublier Hanovre, reconnu pour ses magnifiques jardins baroque qu'on appelle le Herrenhäuser-Gärten, mais aussi son Neues-Rathaus, qui est l'hôtel de ville monumental, et son Madsee, ce lac artificiel qui se trouve au centre-ville. Enfin, il faut ajouter Rostock, cette ville hanséatique donnant accès aux stations balnéaires de la Baltique. Concernant le tourisme naturel, il faut indiquer la mer de Wadden, qui est un parc naturel classé UNESCO, mais également l'île de Rügen et ses fameuses falaises blanches spectaculaires sur la Baltique, sans oublier tout simplement la côte baltique et ses plages ainsi que ses stations balnéaires. Concernant la nature et les espaces intérieurs, on peut citer les landes de Lunenburg, qui sont ces vastes landes et forêts situées en Basse-Saxe, et puis la région des lacs de Mecklembourg que j'indiquais en introduction. Sans oublier ce fameux château de Schwerin, ce palais spectaculaire au bord d'un lac, symbole de la région. Concernant les langues, la langue officielle de l'Allemagne du Nord est naturellement l'allemand standard. Toutefois, en Allemagne du Nord, on a plutôt tendance à parler le bas-allemand ou le Plattdeutsch. Il existe deux branches en fait du bas-allemand. Vous avez le bas-allemand oriental que l'on a évoqué dans la vidéo de l'Allemagne de l'Est et qui est ici limité au Mecklembourg, et puis vous avez le bas-allemand occidental qu'on appelle également le bas-saxon. Alors le bas-saxon est une langue sœur de l'anglais et du néerlandais avec lesquels il partage un certain nombre de ressemblances. Par exemple, le verbe faire en allemand standard c'est machen, alors qu'en bas-allemand, c'est maken, comme en néerlandais. Et en anglais, comme vous le savez, c'est make. Ces dialectes bas-saxons furent la langue véhiculaire de la Ligue hanséatique au Moyen-Âge. Malgré la protection, leur usage recule progressivement. Concernant la répartition ethnique de l'Allemagne du Nord, eh bien, on constate que 90% de ses habitants sont des Allemands. Mais il faut également ajouter qu'il existe des minorités étrangères, notamment des Polonais, des Ukrainiens, des Syriens ou des Turcs, auxquels s'ajoutent en fait des minorités historiques, notamment les Frisons dans la mer du Nord et des Danois dans le Schleswig-Holstein. Eh bien, comment explique-t-on cette répartition linguistique? Eh bien là encore, c'est l'histoire qui va nous donner les clés. Dès la préhistoire, les côtes de la mer du Nord et de la Baltique sont peuplées par différentes populations germaniques et scandinaves qui vivent du commerce, de la pêche et des échanges maritimes. Alors que durant l'Antiquité, la région reste en grande partie en dehors du monde romain, même si elle entretient des contacts commerciaux avec celui-ci. Au fil du Moyen-Âge, l'Allemagne du Nord devient une zone de contact entre le monde germanique, scandinave et slave. À l'est, une grande partie des territoires actuels du Mecklembourg et de la Poméranie est alors majoritairement peuplée de Slaves occidentaux, comme les Obodrites, les Vendeux ou les Poméraniens, puisque le nom même de Poméranie vient du slave pomor qui signifie au bord d'eux, tandis que Mecklembourg vient de Mecklenburg qui signifie le grand château d'une part, mais qui était surtout une forteresse obodrite. Le Schleswig-Holstein occupe quant à lui une position stratégique entre la Scandinavie et le monde germanique. Près du Schleswig, par exemple, le comptoir viking de Hedeby était l'un des principaux centres commerciaux d'Europe du Nord et un important carrefour entre Baltique, Scandinavie et mer du Nord. Mais s'il faut parler d'une tribu en Allemagne du Nord, c'est surtout les Saxons. Longtemps païens, ils vénèrent les anciennes divinités germaniques et comptent parmi les derniers grands peuples non christianisés d'Europe occidentale. Ils étaient, si vous voulez, organisés en tribus plutôt qu'un véritable État unifié et vivaient principalement de l'agriculture, de l'élevage, du commerce et parfois de la piraterie. Une partie de ces Saxons vont même joindre les Angles et même les Jutes pour former ce qu'on appelle les Anglo-Saxons et marquer durablement l'histoire britannique. Mais concernant nos Saxons d'Allemagne, ces raids vont entraîner des conflits récurrents avec une autre tribu germanique, les Francs, auxquels s'ajoute la volonté de ces derniers d'étendre leur autorité et le christianisme. Et c'est ainsi qu'en 772, Charlemagne va débuter une guerre
longue et fastidieuse de 30 ans contre les Saxons. Malgré une forte résistance menée sous la direction du chef Widukind, devenu le symbole de la résistance saxonne, Charlemagne va détruire l'Irminsul, ce symbole religieux sacré des anciens Saxons, et va imposer la christianisation forcée, n'hésitant pas à massacrer des milliers de Saxons comme à Verden en 782. Mais après leur soumission militaire au IXe siècle, le territoire va s'intégrer à l'Empire carolingien et former via le duché de Saxe l'un des principaux piliers politiques du Saint-Empire romain germanique. Au Xe siècle, la dynastie saxonne des Ottoniens dominera le Saint-Empire, dont Othon Ier. Mais si les Ottoniens disparaissent au XIe siècle, la Saxe demeure l'un des territoires stratégiques du Saint-Empire romain germanique et l'on verra 2 siècles plus tard l'une des familles dirigeantes les plus importantes, les Welfs. Via Henri le Lion au XIIe siècle, duc de Saxe et de Bavière et probablement le prince allemand le plus puissant après l'empereur. À cette époque, certains contemporains considèrent que Henri le Lion a la puissance pour prétendre au trône impérial. Mais il ne sera jamais empereur. Alors pourquoi? Parce qu'il entre en conflit avec son cousin et empereur Frédéric Ier de Barbarousse de Hohenstaufen, dont nous reparlerons dans la vidéo sur l'Allemagne du Sud. L'empereur Barbarousse demande à son cousin Henri son aide lors d'une campagne en Italie, mais Henri refuse. Barbarousse finit alors par le faire juger, dépossédé et exilé. Cette décision en 1180 de démanteler le duché de Saxe s'explique simplement par le fait que l'empereur ne souhaite pas qu'un autre prince puisse le défier à l'avenir. Mais elle aura de lourdes conséquences puisqu'aucune puissance émergera en Allemagne du Nord et sera même à l'origine du conflit entre Guelfes, qui est la traduction en italien de Welf, contre les Gibelins. Et pendant que les princes et les empereurs s'affrontent pour contrôler l'Allemagne du Nord, vous voyez en parallèle un certain nombre de villes qui commencent à émerger grâce au commerce maritime. Et c'est grâce à l'ouverture sur la mer du Nord et la Baltique que ces villes participent activement aux échanges européens dès le Moyen-Âge. Et c'est ainsi qu'à partir du XIIIe siècle, il faut citer un certain nombre de villes comme Rostock, Stettin, Greifswald, Wismar ou Danzig qui vont devenir des centres commerciaux importants. Afin de protéger leurs intérêts et leurs routes commerciales, elles se regroupent progressivement dans ce que l'on va appeler la Hanse ou la Ligue hanséatique. Dominée par Lübeck, cette alliance de marchands et de villes devient l'une des principales puissances commerciales d'Europe du Nord. Et puis Lübeck, refondée justement par Henri le Lion que nous avons mentionné, va devenir de fait la capitale de la Ligue hanséatique. Grâce à sa position stratégique, cette ville coordonne une grande partie du commerce hanséatique. Son droit urbain sert à la fois de modèle à de nombreuses villes marchandes, tandis que les assemblées de la Hanse s'y réunissent régulièrement. Pour bien comprendre ce qu'était la Ligue hanséatique, il faut comprendre qu'entre le XIVe et le XVe siècle, autrement dit lors de son apogée, elle réunissait près d'une centaine de villes entre la mer du Nord et la mer Baltique, faisant de l'Allemagne du Nord l'un des principaux espaces économiques de l'Europe médiévale. Et cette ouverture sur le commerce européen favorise également la circulation des idées, notamment de la réforme protestante, qui se diffuse rapidement dans les villes d'Allemagne du Nord, puisque leur importance commerciale maritime favorise également la circulation des idées et des religions. Et c'est ainsi que Brême, Hambourg, Rostock vont devenir des centres du protestantisme. Autonome politiquement et dominées par une puissance bourgeoise marchande, ces villes deviennent des foyers favorables à la diffusion des idées de Martin Luther. Mais la diffusion du protestantisme ne se fait pas sans heurts et effectivement, elles conduiront inéluctablement à ce qu'on avait parlé dans les autres vidéos de la guerre de 30 ans qui n'épargnera pas malheureusement l'Allemagne du Nord. Gouvernée depuis le XIIe siècle par la maison des Griffons, la Poméranie est par exemple l'une des principales victimes du conflit. En effet, après l'extinction de sa dynastie et les traités de Westphalie de 1648, la région est divisée entre une Poméranie suédoise que nous avons évoquée lors de la vidéo de la Suède et une Poméranie brandebourgeoise que nous avons évoquée lors de la vidéo sur l'Allemagne de l'Est. Mais ce n'est pas la seule conséquence de la guerre. Après 1648, la Suède s'impose sur les côtes nord-allemandes en contrôlant, comme je viens de le mentionner, la Poméranie occidentale, mais également Stralsund, Greifswald, l'embouchure de l'Oder
Wismar ainsi que les évêchés de Brême et de Verden. Et puis la paix de Westphalie va confirmer l'identité protestante de l'Allemagne du Nord. Les principautés et villes du Nord allemand conservent majoritairement leur identité luthérienne ou calviniste. Enfin, la guerre a affaibli durablement la région. Une partie du commerce baltique est perturbée, différents ports déclinent et les anciennes villes hanséatiques voient leur influence reculer face à la montée d'Amsterdam, de Londres ou des routes atlantiques. Et pendant que la Suède étend son contrôle sur les côtes de la Baltique, de l'autre côté de l'Allemagne du Nord, les Welfes que j'avais mentionnés continuent leur extension sur le Brunswick-Lunebourg. Héritier des possessions conservées après la chute d'Henri le Lion, il demeure l'une des principales dynasties d'Allemagne du Nord. En 1692, le Brunswick-Lunebourg va devenir prince-électeur. Alors pourquoi? Je vous avais expliqué lors de la dernière vidéo sur l'Allemagne qu'il existait 7 princes-électeurs. Et puis au gré de la guerre de 30 ans, vous avez un 8e qui s'était rajouté. Alors il fallait un nombre impair pour élire l'empereur. Par conséquent, Léopold Ier choisit logiquement un candidat pro-Habsbourg, qui est le Brunswick-Lunebourg, et qui va devenir l'électorat de Hanovre. Et ce qui est très intéressant, c'est que quelques années plus tard, l'électeur de Hanovre va devenir également le souverain de la Grande-Bretagne, comme je le mentionnais en introduction. Et ce, pendant plus d'un siècle, où les rois de Grande-Bretagne règnent également sur Hanovre dans le cadre d'une union personnelle. Et puis après le congrès de Vienne, Hanovre devient enfin un royaume qui sera annexé en 1866 par la Prusse parce que le dirigeant d'Hanovre avait choisi le camp de l'Autriche. Et puis l'Allemagne du Nord va être marquée, comme le reste de l'Allemagne, par la montée du nationalisme au 19e siècle. Et donc après Hanovre, c'est au tour de la Poméranie d'être intégrée par la Prusse, qui devient progressivement majoritairement germanophone. Mais la question du nationalisme allemand se pose surtout pour le Schleswig-Holstein, qui va déboucher sur une crise européenne majeure. En effet, pendant des siècles, les populations allemandes et danoises cohabitent, tandis que le Schleswig relève directement du royaume de Danemark et le Holstein du Saint-Empire romain germanique. Et ces revendications au 19e siècle deviennent de plus en plus importantes entre les Danois et les Allemands, ce qui va déboucher en 1864 sur la guerre des duchés qui oppose d'une part le Danemark et d'autre part la Prusse et l'Autriche. Et comme vous pouvez l'imaginer, eh bien le Danemark en ressort perdant. La victoire prussienne renforce donc considérablement le prestige de Bismarck. Une fois unifiée, l'Allemagne du Nord va participer considérablement à la puissance économique de l'Empire allemand. Par exemple, les activités portuaires et maritimes continuent de se développer. On voit l'essor du port de Hambourg d'une part, ou tout simplement l'ouverture du canal de Kiel, qui renforce l'importance stratégique et économique. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale qui va bouleverser l'Allemagne du Nord. En effet, les frontières sont déplacées, les populations sont expulsées et on voit la création de nouveaux Länder. Ainsi, la majorité de la Poméranie orientale est rattachée à la Pologne après 1945. Les populations allemandes sont massivement expulsées vers l'ouest, tandis que la région est repeuplée par des Polonais venus d'autres territoires. Le Mecklembourg, lui, est intégré à la RDA, avant de devenir, après la réunification, le land actuel de Mecklembourg-Poméranie occidentale. Et puis à l'ouest, les autorités britanniques n'hésitent pas à fusionner les principautés du Brunswick, de Lunebourg et de Hanovre pour former le land actuel de la Basse-Saxe, qui deviendra un pilier économique de la RFA. Depuis 1990, l'Allemagne du Nord apparaît comme une région économiquement solide mais contrastée. Vous avez en effet des pôles comme Hambourg ou comme les ports, vous avez également l'industrie automobile à Wolfsburg, mais vous avez des régions à l'est marquées par les héritages de la RDA et par un rattrapage économique plus lent. Et c'est ainsi que l'on retrouve une situation économique très contrastée aujourd'hui. Vous avez par exemple le PIB de la Basse-Saxe est équivalent à celui du Danemark. Ou si on prend l'ensemble de l'Allemagne du Nord, c'est un PIB équivalent à celui de la Pologne. Concernant le PNB, on voit que le PNB à Hambourg est de plus de 90 000 € contre 35 000 au Mecklembourg. Le taux de chômage est très contrasté, mais en moyenne entre 6 et 7 %. Et puis, bien sûr, c'est l'euro qui est utilisé dans ce territoire. Dans l'ensemble de l'Allemagne du Nord, le secteur tertiaire domine largement avec 70 % de l'activité, notamment avec les ports que j'expliquais
et le développement du commerce maritime. Le secteur secondaire est aussi important puisqu'il y a la construction navale, l'industrie automobile en Basse-Saxe, notamment à Wolfsburg où on trouve Volkswagen, et l'industrie aéronautique à Hambourg. Enfin, le secteur primaire représente 3% mais reste visible dans les zones rurales, notamment de Basse-Saxe et du Schleswig-Holstein, ainsi que la pêche et les activités maritimes le long des côtes de la mer du Nord et de la mer Baltique. Concernant les principaux groupes, il faut d'abord mentionner Volkswagen. Il s'agit de la plus grande entreprise allemande et l'un des premiers constructeurs automobiles au monde. Alors pour rappel, Volkswagen a été fondée en 1937 et elle est aujourd'hui propriétaire donc de Volkswagen bien sûr, mais aussi de Audi, de Porsche, de Skoda, de Seat, de Bentley et de Lamborghini. Il faut également citer Continental, le spécialiste des pneus dont le siège est à Hanovre, TUI Group, le plus grand groupe touristique mondial, Airbus dont l'un des principaux sites d'assemblage est situé à Hambourg, et puis vous avez également d'autres industries comme par exemple Salzgitter, un gros producteur d'acier allemand, Beiersdorf qui est le propriétaire de la marque Nivea, Dr. Oetker qui est un groupe majeur de l'agroalimentaire, ou Nordex qui est une entreprise spécialisée dans les éoliennes. Concernant la culture et la société, nous devons d'abord mentionner Theodor Storm, un des représentants majeurs du réalisme politique allemand, Thomas Mann, prix Nobel de littérature 1929, auteur de Les Buddenbrook et de la montagne magique, son frère Heinrich Mann, auteur du roman satirique Le professeur Unrat, et Hans Fallada, qui est l'auteur du roman célèbre Seul dans Berlin. Concernant les artistes, il faut indiquer Johannes Brahms, figure majeure du romantisme allemand, auteur de symphonies et de nombreuses œuvres de musique de chambre, Gaspard David Friedrich, qui est une figure majeure du romantisme allemand, et Emil Nolde, qui est un peintre, figure importante de l'expressionnisme allemand. Concernant les scientifiques, il faut citer Carl Friedrich Gauss, considéré comme l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire, connu pour ses travaux en mathématiques, en astronomie et en physique, Heinrich Hertz, qui est le découvreur des ondes électromagnétiques et donc à l'origine du développement de la radio, et Max Born, qui est une figure majeure de la mécanique quantique et donc prix Nobel de physique. Concernant la gastronomie, il faut citer le Fischbrötchen, un sandwich au poisson, le Lapskaus, qui est une purée de pommes de terre mélangée à du bœuf salé, le Matjes, qui est du hareng, le Rollmop, qui est aussi du filet de hareng, mais roulé autour d'un cornichon, le Grünkel mit Pinkel, qui est du chou frisé avec des saucisses. Et concernant les plats traditionnels, il faut citer le Rottegrütze, qui est un dessert emblématique avec des fruits rouges, le Birnenbohnen und Chepk, qui est un mélange sucré-salé, et le Panfisch, qui sont les restes de poisson frits servis avec des pommes de terre et de la sauce moutarde. Concernant le sport le plus populaire d'Allemagne du Nord est le football. La région compte plusieurs clubs historiques comme le Hamburger SV avec 6 championnats, mais surtout une Ligue des Champions et une Coupe des Coupes, ainsi que le FC Poli, mais aussi le Werder Bremen, donc 4 titres de champion d'Allemagne et 6 Coupes d'Allemagne, ainsi qu'une Coupe des Coupes en 1992, sans oublier le Hannover 96 et le VfL Wolfsburg, champion d'Allemagne en 2009. Et puis grâce à son ouverture sur la mer du Nord et la mer Baltique, les sports nautiques sont très développés. Sans oublier que le handball fait aussi partie des sports les plus populaires de la région, notamment comme le THV de Kiel. Et enfin, la Basse-Saxe est réputée pour ses traditions équestres. Je terminerai mon exposé en évoquant les défis de l'Allemagne du Nord. Alors d'abord, il faut évoquer les défis géopolitiques, puisque on constate que la région est située entre la mer du Nord et la Baltique et qu'il faut aussi sécuriser les infrastructures ainsi que les ports. Mais il faut parler également des défis démographiques puisqu'on assiste à un vieillissement de la population et que certaines régions sont faiblement peuplées. Il faut également évoquer les défis économiques entre la modernisation de l'agriculture pour faire face à la compétition internationale ainsi que de la pêche. Et puis, il faut évoquer les défis environnementaux, notamment liés à la montée des eaux et au risque accru d'inondation. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Auf Wiedersehen!